En même temps, ils font peur, ils sont 5, ils sont costauds. Maintenant, c'est vrai qu'une minute, c'est 70 km de l'arrivée, ça fait un moment que c'est comme ça. Ça peut être agaçant plus que déprimant. Et c'est là où doit intervenir vraiment le rôle du directeur sportif qui est juste derrière, qui les suit. D'ailleurs, si ça descend en dessous de la minute, ils ne vont plus les suivre très longtemps, mais ils vont repasser devant. Le rôle, c'est de leur dire, vous inquiétez pas, ne vous occupez pas du peloton, gardez des forces, ne vous énervez pas si l'écart est bas. Après, il va y avoir du vent, ça sera peut-être un petit peu la pagaille dans le peloton et vous lâcherez les chevaux à ce moment-là. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est pas des signes positifs et ils en sont très bien conscients, oui. Ça incite pas à y croire. Le château de Tornac que nous venons de survoler a justement été pris par Jean Cavalier et ses camisards en 1703. Un des favoris pour aujourd'hui, Caleb Ewan. Vainqueur de l'étape de Toulouse, oui. Pour son premier Tour de France, qui a déjà une victoire d'étape. Alors on a vu un des coureurs de la Lotto Soudal s'arroser. Alors on a pris le parti de mettre des casques aéro, des casques pleins. Mais évidemment, c'est plus chaud que des casques traditionnels. C'est un peu moins aéré et pour le coup, moins ventilé. Ça fait vite cocotte minute en dessous. Ah oui, on est vite chaud, on transpire davantage. Ça dégouline dans les lunettes, on n'y voit pas grand-chose. D'ailleurs, Tony Martin, il les a retirées parce que c'est rare de voir un coureur sans lunettes. Parce qu'évidemment, avec les poussières, avec les moustiques, les moucherons, enfin, pour plein de raisons, on est beaucoup plus confort avec des lunettes. Et quand il les retire, c'est que ça transpire tellement en fait qu'il ne voit plus rien à travers ses lunettes, très simplement. Et ces casques, comme vous le dites Marion, qui sont un peu carénés, très peu d'ouverture. Ils sont un peu plus aéros, mais pour le coup, ça chauffe sur la cafetière. On a vu tout à l'heure un coureur justement de l'auto essayer de glisser des glaçons. C'est de voir si on ne pouvait pas ramener un petit coup de fraîcheur sous la cocotte minute. Avec Tim Wallens en dernière position, lui qui n'aime pas la chaleur, on le répète, depuis le départ du Tour de France. Il est servi. Il a 40 degrés aujourd'hui, on le rappelle. Lui qui fait des allergies carrément au soleil. Qui a déjà brillé notamment en Giro, là où la température est moins élevée au mois de mai. Alors la chaleur elle est bien présente évidemment, l'organisme est en surchauffe, déjà quand il fait un effort, et puis quand la température est aussi élevée, forcément la sudation est beaucoup plus importante pour réguler la température corporelle, du coup il faut évidemment s'hydrater davantage. Mais c'est vrai que lorsqu'on se déplace, lorsque les coureurs avancent, il y a quand même un phénomène de déplacement d'air qui permet non pas de se rafraîchir parce que l'air est tellement chaud qu'il ne rafraîchit pas, mais on ressent moins l'effet de la chaleur que si on est à l'arrêt, en plein soleil quand même. C'est vrai, heureusement. Et dans un col, ça va être terrible. Évidemment, on roule moins vite et là, la température apparaîtra un peu plus élevée pour les coureurs. Alors, j'allais dire la bonne nouvelle, mais je ne sais pas si c'en est une, c'est qu'ils vont s'élever à plus de 2000 mètres, et là, vous fera un petit peu plus frais. Oui. Une bonne nouvelle pour certains, notamment Egan Bernal, les Colombiens, Nairo Quintana, qui ont l'habitude d'évoluer en altitude. Alors comment lutter contre la chaleur? Comment s'hydrater correctement lorsqu'on atteint des températures extrêmes comme c'est le cas aujourd'hui? Regardez et écoutez. Alors le coureur du Tour de France, en fait, il n'a pas le choix. Il doit monter sur le vélo, il doit faire son étape. Et donc c'est à lui de s'adapter aux conditions climatiques. La chaleur entame énormément ma condition, je transpire beaucoup, je finis tout blanc de sels minéraux une fois la ligne passée, mais on doit faire avec, c'est comme ça. Probablement que l'on va boire un peu plus et il y a plus de coureurs qui vont descendre en voiture chercher des bidons, pas seulement pour boire mais aussi et surtout pour s'arroser la tête, juste pour refroidir le corps, avec également des sacs de glace dans les poches. Quand vous récupérez les bidons, ils se réchauffent rapidement, donc il faut y retourner souvent. Il faut garder un bon équilibre entre eau et sels minéraux. Si vous manquez trop de l'un, vous avez des crampes. Si vous manquez trop de l'autre, vous vous épuisez plus rapidement. Il faut trouver le bon équilibre. On ajoute moins de sucre dans les boissons, donc ils peuvent boire un peu plus. On a créé également des barres énergétiques avec des sels minéraux supplémentaires pour compenser les pertes sèches.
Après la course, on contrôle les urines des coureurs et parfois certains te disent oui, j'ai bu le plus possible que j'ai pu. Et ils sont quand même parfois quelque peu déshydratés. Mais après, on peut corriger tout ça après la course dans la soirée. Ils boivent un peu plus pour qu'au départ de l'étape suivante, ils soient bien mieux hydratés. L'hyperthermie qui est le principal risque. Finalement, le coureur cycliste, par rapport à d'autres sports comme le coureur à pied, on est un petit peu plus protégé puisqu'il a la possibilité, lui, de par le vent qui est produit lors de l'effort, de refroidir sa température corporelle. C'est un choix cornélien. Soit vous sortez et utilisez votre énergie pour être un peu plus au vent, soit vous restez dans le peloton, dans la chaleur, à cuire. Voilà, le vent qui peut être effectivement l'ami des coureurs, surtout par ces températures. Il n'y en a pas beaucoup de vent aujourd'hui pour l'instant, mais il pourrait y en avoir un peu plus dans le final. Oui, 20 km/h quand même, vent de sud, à l'endroit où se trouvent les 5 échappés. C'est un vent qui, normalement, leur vient du côté droit. Alors, c'est pas un vent violent, c'est pas un vent qui peut-être est suffisamment important pour qu'on assiste à des actions d'envergure en tête du peloton, à ces bordures qui ont animé la fin de course l'autre jour, par exemple, à Albi. Mais on va s'en méfier quand même, parce qu'il souffle et on connaît cette région. Il y a déjà eu de belles passes d'armes dans la région ici. Pas forcément à Nîmes, mais pas loin d'ici. Pour le coup, oui, ce vent, c'est un acteur dans cette étape. Il s'invite. Tout comme la chaleur, on fait le point sur la valse des bidons avec le peloton Thierry Adam. Ah ça, pour une valse, c'est une grande valse, hein, avec un V majuscule. J'ai vu que ça depuis le début de l'étape. Hein. Même si ça roule vite, hein, ça n'empêche rien. C'est pas pour autant que l'on ne vient pas à l'arrière. Alors, moi, je dirais qu'on a dû sortir pas loin de 4000 bidons dans la caravane. Hein. Je pense que, en tout cas dans les voitures des directeurs sportifs, puisqu'on est quasiment à 200 bidons par voiture. Hein. On a vu tout à l'heure les voitures dites numéro 1 s'arrêter pour récupérer des bidons amenés par les voitures numéro 2. On a fait ça aussi au ravitaillement. Ce qui fait, il y a deux choses. Hein. Alors, tout à l'heure, Laurent disait il y a un petit peu de vent, la vitesse aussi, hein. Ça fait du bien. Mais bon, ça assèche quand même. Hein. On a la bouche pâteuse, ça chauffe. On a l'impression que le moteur chauffe. C'est vrai que c'est quand même, c'est moins difficile, c'est moins dangereux que la pluie, mais c'est quand même des journées difficiles, hein, parce que là il fait vraiment chaud, on est dans le four, hein, 39,5 encore. Il y a le bitume qui chauffe, hein, sous les pieds, c'est pas facile. Il y a Michael Chérel d'ailleurs qui a mis une pommade là sous les pieds hier pour un peu récupérer, et qui a fait une allergie et qui a dû trafiquer un peu ses chaussures pour s'en sortir aujourd'hui. Il est bien courageux parce que ça doit pas être facile. Après, l'autre phénomène, c'est que quand vous êtes à hauteur des directeurs sportifs, avec 5 ou 6 bidons sur le dos, il faut revenir parce que ça ne chôme pas devant. Le peloton ne s'arrête pas, lui, il ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est des gros efforts. Et puis beaucoup de coureurs, ça nécessite pour beaucoup de coureurs de boire et de s'arrêter sur le bord de la route, à droite ou à gauche. Et après, il faut de nouveau revenir, faire un effort. Voilà, c'est un peu le balai quand il fait très chaud comme aujourd'hui. C'est le balai auquel nous assistons. Heureusement, l'étape est toute plate. Dans les jours à venir, ça sera peut-être une autre chanson. On a vu cette animation des agriculteurs de la fédération départementale du Gard, avec ces moutons tout jaunes qui viennent jaunir le maillot. Nous avons longé aussi pendant l'animation le très beau domaine de Lascours, qui est en pleine renaissance en ce moment. On ne peut pas les évoquer tous, mais il faut rendre hommage à tous ces particuliers qui parfois se sacrifient pour sauver de la ruine des demeures qui sans eux seraient perdues. Nous sommes à Lézan, là nous traversons justement ce village avec son église Saint-Pierre et Saint-Paul. À 62 km de l'arrivée, on continue notre sujet sur l'hydratation et la valse des bidons. Avec vous, Thomas, il y a beaucoup de bidons dans les voitures de course aujourd'hui. Ouais, il y a une très grosse préparation en amont, hein, au niveau des staffs. Je pense aux assistants sportifs, hein, qui massent les coureurs après la course, mais ce n'est pas leur seule fonction. Bien sûr, ils préparent les glacières. Il y a des grandes glacières, hein, dans chaque voiture de directeur sportif, comme vous l'avez expliqué Thierry. Et on arrive à mettre jusqu'à 80 bidons dans une glacière. Donc pour l'avant, là, quand le coureur est tout seul, pour les coureurs échappés qui disposent d'une voiture de directeur sportif à eux tout seuls, bien sûr ça suffit largement.
Mais alors pour les 7 autres coureurs à l'arrière, 80 bidons, ça suffit pas sur une étape comme ça. Alors ce qui se passe, c'est qu'à la zone de ravitaillement, les assistants sportifs qui, eux, sont à la zone de ravitaillement, eh bien la voiture qui est directeur sportif derrière le peloton s'arrête. Et comme en général, c'est à peu près à mi-parcours la zone de ravitaillement, on intervertit les glacières, ils donnent la glacière vide et ils reprennent une glacière toute pleine, refaite à neuf avec des bidons. Et c'est à ce prix-là que les coureurs peuvent avoir suffisamment à boire pour s'arroser. Concernant ce qu'ils boivent, d'habitude, c'est souvent des boissons énergétiques quand on est en dessous des 20 degrés. Par les températures comme aujourd'hui, beaucoup de coureurs demandent de l'eau parce que ça fait un goût moins sucré dans la bouche et ça appelle moins la gorgée d'après. Parce que des fois, c'est paradoxal, mais avec des telles températures, on a toujours soif, mais on n'a pas toujours forcément besoin de boire autant qu'on le fait. Et puis il y a des petites astuces, le sucré, c'est un petit peu difficile de manger de la nourriture par cette température, donc c'est plus de la nourriture liquide qu'ils mangent avec des glucides lents mais sous forme liquide. Et puis il y a des gels énergétiques qui d'ordinaire sont sucrés et depuis quelques années on fait leur apparition des gels à saveur salée qui sont plus faciles à ingurgiter par de telles chaleurs. Après, si vous voulez des chiffres, je peux vous en donner. En tout cas, ce qui se passe souvent, c'est que les médecins d'équipe sont très pointilleux sur le poids des coureurs, mais pas toujours pour savoir s'ils sont un petit peu trop lourds ou pas pour la montagne, surtout au niveau de la déshydratation. Et je vais prendre un exemple qui me concernait il y a 2 ans. Alors, c'est plus d'actualité aujourd'hui en termes de poids, mais c'était quand j'étais encore coureur. Le matin, je pesais 65 kg avant une étape de montagne du Tour de France avec une telle chaleur de 200 km. Après le petit déjeuner, comme j'étais un gros mangeur, j'étais à 66,5 au départ de la course, juste avant l'étape, on me pesait. Et après la course, après avoir bu 16 bidons, je dis bien bu, pas s'être arrosé, donc après avoir ingurgité 8 litres de liquide, après la course, j'étais à 64 kg, soit 1 kg de moins qu'au réveil. C'est pour vous donner un petit peu la dépense en termes hydriques que subissent ces coureurs dans les étapes de haute montagne avec une chaleur comme ça. Oui, en résumé, Thomas, tu n'avais pas maigri d'1 kilo, tu étais déshydraté. Tu n'avais pas réussi à équilibrer ton poids, c'était une perte de liquide. Alors pour compléter ce que nous a expliqué Thomas, on peut dire aussi que dans les fameuses glacières où sont installés tous ces bidons, on met beaucoup de glace. Et les bidons, quand ils sont distribués aux coureurs, ils sont glacés. Pourquoi ? Parce qu'avec des telles chaleurs, de toute façon, au bout d'un quart d'heure, il est déjà à température ambiante. Et demi-heure après, bien souvent il est vide d'ailleurs. Mais sinon, c'est de l'eau chaude. Et on a vu bien sûr les coureurs utiliser comme Julien Alaphilippe un bain avec des glaçons, voilà, qui, sous l'effet de la chaleur, du soleil, va progressivement fondre et le rafraîchir au niveau des cervicales, dans le dos. Voilà, ça apporte un petit peu de fraîcheur, on ressent moins l'effet de la chaleur pour le coup. On craint le coup de chaud évidemment. Et certains coureurs apprécient avoir du frais sur eux et certains détestent. Ça vraiment c'est personnel. C'est un paradoxe de parler d'eau alors que nous traversons un vignoble de plus. Occasion de saluer une nouvelle appellation d'origine protégée. Je dis nouvelle parce que c'est seulement depuis 2012 cette appellation Duché d'Uzès qui comprend en grande partie le territoire historique du Duché d'Uzès et qui couvre quelques 77 communes du Gard. Des parcelles en coteaux qui longent la Garrigue. Autant dire des parcelles qui sont particulièrement bien exposées et qui vont donner le meilleur raisin possible. Ce Duché d'Uzès, appellation d'origine protégée. Ah, il y a des banderoles sur le bord de la route. Bien sûr, Thibaut, à la gloire de Thibaut et de Julien à 59 km de l'arrivée. Voilà, on s'approche de Lédignan dans quelques instants. Un petit coucou aux amis de Saint-Jean-de-Serre là, qui étaient juste à droite de la route. Que vous connaissez bien. Oui, bien sûr. C'est un peu votre patrie. C'est une voile de bateau, c'est un génois qui avait devant moi. Exactement, oui, c'est un phoque de navire, exactement. Avec toujours Adam Yates en dernière position du peloton. L'écart est légèrement remonté, 1 minute et 16 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête. Avec toujours Maxime Montfort aux manœuvres.
Tiens donc. Alex Pasteur, Saint-Jean-de-Serre, te salue, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette petite bicyclette qu'on voit là sur Oui, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, je sais pas. C'est la preuve que j'ai fait du vélo dans le coin. Voilà, ça c'est pour Thomas Vauclair qui en doutait. C'est votre première bicyclette, c'est ça? Exactement. Ah, il n'a pas digéré, il a pas digéré, il a Mais pas si, digéré. Thomas. Oh, le susceptible. Vous l'avez vu la bicyclette sur la droite, là, Thomas, vous l'avez vu, c'est une moto Ouais, bécane. Non, je l'ai pas vu, mais pour faire plaisir à Alex, je vais dire oui, je l'ai vu, et je n'ai vu que ça. Un grand merci à Jean-Pierre, à Thierry, à Jérôme, à Bernard pour le petit clin d'œil bien sympa. Voilà, les habitants de Saint-Jean-de-Serre, de Lédignan, que nous traversons actuellement. On va rentrer dans Lédignan d'ailleurs dans quelques instants avant de prendre la route d'Uzès. C'est la classe, hein? Et des banderoles, Thierry, il y en a partout sur le bord de la route. Le public gardois qui s'est vraiment mobilisé pour cette étape, cette 16e étape du Tour de France. Et vous êtes tellement bon que le peloton vient de rentrer au panneau indiquant Lédignan. C'est pas beau ça? C'est pas extraordinaire? C'est pas collé à l'image ça? Je vais regarder moi si je vois votre tifo, c'est formidable. Oui, il y en a plein. Alors des Julien Alaphilippe.